Alors, Monsieur Bachand, la parole est à vous. Je ne vais pas parler de Marcel avant que je prenne la parole parce que l'émotion va nous saisir avec je vois Daniel Denis, Michel Leblanc. Bonjour à tous. Merci à l'Association des économistes québécois et merci du rôle que vous jouez dans la diffusion du savoir économique, l'éclairage des débats publics. On sait que c'est fondamental dans notre société. Et votre slogan, pour des choix éclairés, le dit bien. Ça tombe bien aujourd'hui parce que nous recevons quelqu'un qui a dû faire plusieurs choix dans sa vie. Il en a fait depuis son arrivée en poste à la mairie de Montréal le 3 novembre et va devoir conduire notre métropole dans ses nombreux défis au cours des prochaines années. À son élection, Denis Coderre était peut-être perçu comme un nouveau venu en politique municipale, mais en tout cas, ce n'était pas un nouveau venu en politique. Il a débuté sa carrière il y a plus de 30 ans comme président du comité des jeunes libéraux fédéraux de Bourassa, été élu député aux élections fédérales dans cette circonscription-là en 1997 et réélu à 5 reprises par la suite. Et en tant que membre du gouvernement, il a acquis des expériences qui touchent directement la vie montréalaise, le sport, l'immigration, la francophonie, puisqu'il a été secrétaire d'État au sport, amateur, ministre de la citoyenneté et de l'immigration et ministre responsable de la francophonie. Et il a aussi joué un rôle déterminant dans les dossiers tels l'établissement de l'Agence antidopage à Montréal et comprend très bien donc le rôle de Montréal International. M. Coderre a présidé le Conseil privé de la Reine et a été conseiller spécial pour Haïti, grande communauté montréalaise aussi. Et dans l'opposition, il a géré des dossiers aussi divers que ceux de la défense nationale, des langues officielles, des ressources naturelles ou des transports. À cause de sa simplicité, les gens oublient parfois que M. Coderre est double diplômé universitaire, qu'il a obtenu de l'Université de Montréal un baccalauréat en sciences politiques, qu'il détient également une maîtrise en administration des affaires pour cadre de l'Université d'Ottawa, et on connaît l'importance des universités dans le développement de Montréal. Il est marié à Chantal Renaud, père de 2 enfants, Alexandre et Geneviève. Montréal est en reconstruction, mais avec des atouts considérables dans plusieurs secteurs, dont les centres de recherche en santé, l'aéronautique, le multimédia, la culture, le tourisme. Il me fait grand plaisir de vous demander d'accueillir celui qui va conduire dans ces prochaines années notre ville, le maire de Montréal, M. Denis Coderre. Bien, merci Raymond. Je veux vous rassurer tout de suite. Ma femme s'appelle Chantal Renaud, mais ce n'est pas l'épouse de Bernard Landry. C'est une autre. Elle n'a pas été dans le cinéma. Moi aussi, je veux saluer Marcel Côté. Vous savez, quand je suis devenu maire de Montréal, la première chose que j'ai dite, c'est que ce n'est pas un parlement, c'est une administration. Et que Montréal a trop longtemps souffert qu'il faut redéfinir notre façon de faire les choses. Appeler ça autrement ou correctement. Bref, après ma victoire, j'ai parlé avec Marcel et écoutez, j'ai perdu 3 fois avant de gagner, fait que je comprends très bien les émotions. C'est pas évident, c'est pas facile, des fois tu prends ça personnel, bref. Et j'ai appelé Marcel. Je ne voulais pas évidemment montrer ni l'arrogance, ni le triomphalisme. J'ai dit à Marcel, on a trop fait de débats ensemble pendant la campagne électorale. On a trop, tous les deux, opiné du bonnet à chaque fois qu'on faisait les débats, qu'on a peut-être pas, on a très certainement réappris à se connaître. Et je pense que tu es un extraordinaire et un grand Montréalais et que tu devrais faire partie également de la solution. Premier petit mot que j'ai fait, et Marcel est devenu mon exemple. Ça a changé la donne. Déjà là, ça a changé la donne. Avant de partir dans le discours, parce que je sentais que j'étais parti, là, je veux remercier l'Association des économistes. J'adore moi aussi votre slogan, parce qu'il est temps qu'on soit de plus en plus documenté. On parle beaucoup de perception, de choses comme ça en politique publique. Bien souvent, on mise un petit peu trop sur l'image plutôt que sur les faits. Et je pense, je sais que je parlais avec le professeur Chevalier tantôt, vous avez un comité de politique publique, je pense qu'on doit travailler ensemble. Je pense qu'on doit trouver une façon
de déterminer comment, où est Montréal, où est-ce qu'on veut que Montréal se rende. Et puis je pense que j'en parlerai tantôt, mais vous faites tous et toutes partie de la solution. Et on a une obligation de résultat, on ne peut plus se tromper. Et j'espère, merci Valérie de cette invitation, j'espère qu'à la lumière de ce qu'on va faire aujourd'hui, on va apprendre à travailler ensemble, puis on doit travailler ensemble. Aujourd'hui, cette valeur, j'avais un beau discours sur d'épais, je pense qu'il va être bon pour la prochaine, de parler. Vous êtes économiste, je vais vous sortir des chiffres, là, fait que vous allez être rassasié de chiffres, il n'y a pas de problème de ça. Mais je veux qu'on se parle, je veux qu'on se comprenne, et je veux qu'on détermine ensemble pourquoi et comment Montréal doit ou a retrouvé sa vigueur. Pourquoi je dis souvent que Montreal is back. Pourquoi on a l'impression qu'il y a plus de sourire dans la face du monde, que quand on commence à parler de Montréal, on entend plus un « enfin » que « pas encore ». Et qu'on est vraiment passé à d'autres choses, puis qu'il est temps qu'on tourne la page, et que tous ceux et celles qui aiment Montréal, qui veulent définir, permettre à Montréal de mieux se définir, de faire partie de la gang. C'est exactement dans ce sens-là que je suis ici aujourd'hui. Vous savez, quand on est arrivé, évidemment, c'était pas évident, c'était pas simple. On disait Montréal, c'est ingouvernable. Il y a plein de trop de conseillers là-dedans, il y a trop d'arrondissements, il y a de la corruption, il y a de la collusion, les politiciens, c'est tous des pourris, les gens étaient cyniques au coton, personne ne se parlait. Montréal grandissait quand même, parce que Montréal a une âme. Et des fois, on a juste besoin de se le rappeler. Peut-être des fois, on disait, je ne vais pas à la forêt parce que j'ai un arbre devant moi. Et moi, mon rôle, comme maire, j'ai dit depuis le début, moi, je suis un facilitateur, je suis un catalyseur, je suis un ambassadeur. Et on a peut-être besoin, dans un premier temps, de changer d'attitude. Arrêter de se regarder le nombril, arrêter de se croire, de dire, regarde, on est bon, on est fin, mais peut-être qu'on ne se parle pas assez, puis trouvons des traits communs, des dénominateurs communs, puis arrêtons de réinventer le bouton à quatre trous, puis soyons forts, mettons l'accent sur nos forces, changeons d'attitude, et puis allons vers l'avant. Et c'est exactement, je pense, ce qui est en train de se produire déjà depuis 10 mois. Vous avez, c'est pas de ma faute seule, il y a une équipe, on dirait que les planètes s'enlignent, il y a une nouvelle stabilité, sans faire de partisanerie à Québec, parce que vous avez un gouvernement stable pour les 4 prochaines années. On va peut-être parler moins de référendum, mais on va parler plus d'économie. On va se donner les coups des franches, et puis les gens commencent à réaliser que Montréal, c'est pas une région comme les autres. C'est une métropole, puis il faut pleinement l'assumer. Vous savez, qu'on ne le veuille ou pas, la tendance, c'est que maintenant, on ne définit plus le monde par continent ou par pays. On vit dans des villes. L'avenir de tout ce qui touche la densité, tout ce qui touche l'intégration, tout ce qui touche la mouvance économique, ça se passe dans des villes. La gestion des inéquités, le développement durable, le développement social, le développement économique va passer par les grandes métropoles. Quand tu es en France, tu n'es pas en France, tu es à Paris, tu es à Lyon. Quand tu es au Canada, tu dis que tu es à Montréal. Quand tu dis que tu es à Toronto, non, tu dis que tu es à Montréal. Essayez pas. Mais fort de ça, si on ne fait rien, on est en train de manquer de bateaux. Parce que pendant ce temps-là, à tous les niveaux, c'est New York, c'est Boston, c'est San Francisco, c'est Mexico, c'est Rio. Puis Montréal, c'est une plaque tournante exceptionnelle. Montréal, avec tout ce qui se passe, on a une position géopolitique, géoéconomique exceptionnelle. C'est l'Europe en Amérique, c'est la diversité, c'est plusieurs langues. C'est une ville de savoir, c'est une ville universitaire, c'est une ville avec des grappes industrielles qui représentent près de 20% des emplois, 400 000 emplois, on le sait. Vous avez des grappes, que ce soit au niveau financier, aéronautique, la ville intelligente. On est une ville, une métropole portuaire, il ne faut jamais l'oublier, c'est important. Donc toute la question
du cargo, In Vivo. Vous avez plein de grappes. Puis il est peut-être temps qu'on se dise, OK, il faut les assumer pleinement, puis il faut envoyer un message. Alors moi, ce que j'ai fait, je vous dis dans un premier temps, peut-être en termes de bilan, ce que je devais faire, parce que c'est peut-être le fun de commencer à donner des conseils aux autres. Il faut regarder sur notre propre gazon comment le terrain se porte. Ça n'allait pas bien. En quelque part, on augmentait le nombre d'employés de plus de 10 %. Je ne pense pas que vous aviez 10 % de plus de services. Vous aviez des arrondissements qui se tiraient d'un bord et de l'autre. Moi, je suis pour les arrondissements. Je pense que ça fait partie de la beauté de la métropole, l'ensemble des signatures. La spécificité de Montréal, c'est aussi sa complémentarité avec l'ensemble des quartiers. Et on est un gouvernement de proximité, donc s'assurer qu'on puisse, tout en ayant une capacité d'avoir des services de proximité dans vos quartiers respectifs, c'était aussi d'envoyer le message qu'il est temps qu'on se donne une ville, qu'on a un rôle à jouer sur la scène internationale, on a un rôle à jouer sur la scène du Québec, on a un rôle à jouer sur la scène nationale, c'est pas rien. On est la deuxième plus grande ville au Canada. Sauf qu'il ne se passait pas grand-chose depuis quelque temps. Alors, je n'essaie pas de mettre le doigt ou faire le procès de qui que ce soit, mais je me dis, quand on va regarder en avant, puis on regarde en avant, il faut qu'on joue notre rôle, pas juste nord-sud, mais est-ouest. Il faut assumer pleinement notre rôle de métropole. Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, ça me prend 3 choses. Je veux qu'on ramène la confiance, je veux qu'on ramène de la cohérence, puis je veux qu'on ramène du prestige et de la fierté. C'est pas rien. Si on n'a pas confiance en nos propres moyens, si on n'a pas cette capacité, on peut rêver, mais si on n'est pas fier de ce que nous sommes, vous avez beau avoir tous les plus beaux projets du monde, ça ne marchera pas, parce qu'il va y avoir un problème. Il va y avoir du slack dans tous les livres, ça ne marchera pas. Donc, mais il y avait des gestes concrets qu'on devait poser. Il y avait le ménage dans les finances publiques, il y avait la lutte à la collusion et à la corruption, puis il y avait évidemment toute la question des infrastructures. Alors, au niveau des dépenses publiques, je vais vous avouer que j'ai un président de comité exécutif hors pair, la personne de Pierre Desrochers. Pierre, méticuleux, fait un travail exceptionnel, il lit tout, je l'ai vérifié. Mais c'est une belle complémentarité où, ensemble, on est capable justement de développer des politiques publiques qui vont nous permettre justement d'assainir davantage nos finances publiques. Première chose qu'on a fait, premier budget, on avait en moyenne dans les 7-8 dernières années une augmentation par année de 3,7 % des dépenses. C'est la même poche qui paye. On a réduit ça à 3 dixièmes de 3 3 dixièmes de %. C'est énorme. On a baissé ça de 3,7 à 0,03 %. On a dit également qu'il fallait peut-être redéfinir notre façon d'investir au niveau des infrastructures, parce que bien souvent, c'était sur 3 ans, puis malheureusement, il y avait un taux de réalisation qui était faible. Imaginez-vous, en plus, c'était un peu utilisé comme une liste d'épicerie. On n'était pas cohérent avec le Québec, parce que quand notre ami Raymond était au gouvernement, il avait mis en place le programme québécois d'immobilisation, puis c'était sur 10 ans. On a dit que nous autres, on n'est pas cohérents. On va investir maintenant dans des infrastructures sur une base de 10 ans. Et on avait une marge de manœuvre qu'on n'utilisait jamais. Alors, pour faire une histoire courte, pour les 10 prochaines années, on va investir maintenant 18 milliards de dollars du côté montréalais. Ça veut dire qu'on va être en mesure de mettre à niveau toutes nos infrastructures à 80 %. Peut-être pas de jaser, faire des conférences de presse, puis dire qu'on fait ses coups. Ça le mérite au moins que le tuyau ne coule pas, puis on va sauver, parce que déjà, on perd 33 % de notre eau potable. Pendant ce temps-là, ça gruge les rues, ça fait des histoires d'horreur comme Guy et Sainte-Catherine. On va refaire nos routes en même temps. On va se donner une belle occasion parce qu'on est en train de redéfinir Sainte-Catherine. Alors, tant qu'à faire le tour, on va le faire en fausse dessus également. Fait qu'on va se donner une stratégie urbaine, puis on va être en mesure de refaire le visage de cette magnifique ville. Vous avez vu l'impact du quartier des spectacles. On s'en va par la suite jusque sur le coin de Sainte-Catherine et puis Saint-Laurent. Il va y avoir également une stratégie dans le quartier latin,
tous les niveaux. Les gens, par exemple, de Rosemont, vous avez vu le Plaza Saint-Hubert, on a redéfini la façon de faire le Plaza Saint-Hubert. Bref, chaque arrondissement va faire ses propres choses dans un mouvement cohérent, mais Montréal va investir massivement dans ses infrastructures. Oui, il y a du monde qui dit quand on arrive de l'aéroport de Montréal, là, on a l'impression de vivre Beyrouth dans la guerre civile. On est en train de les remplir et tout, inquiétez-vous pas. Mais on est en train de se donner une ville pour le 375e. Et ça, je pense que c'est important déjà parce que l'économie, ça commence aussi par notre infrastructure de base. Donc, si on n'est pas capable d'investir en ce sens, on a un problème sérieux. Et puis, on a décidé de mettre l'épaule à la roue. C'est peut-être pas jazzé, mais ça a le mérite de solidifier notre base puis de se donner les outils nécessaires. Parce que quand les gens viennent ici, ils veulent avoir des infrastructures, ils veulent s'assurer que si on développe le milieu de vie, qu'au moins on puisse également régler la question de la base. Évidemment, en termes de finances publiques, vous savez qu'on a un gros débat, puis vous en parlez entre vous, évidemment, c'est la question de l'avenir des régimes de retraite. C'est un passage obligé. On n'a pas le choix. Quand, dans les 12 dernières années, l'impact budgétaire, c'est une augmentation de 440 %, puis qu'on est passé de 130 à 560 millions de dollars. Puis que si on ne fait rien, ça va prendre une mesure exponentielle. Moi, je veux, respecter la capacité de payer des gens, mais on s'est donné un choix de société. Ce choix de société-là, au niveau municipal, c'est oui, il faut protéger, il faut se donner, il faut créer cette pérennité pour qu'on puisse conserver les régimes de retraite. Maintenant, il y a aussi une réalité d'équité intergénérationnelle. Si on veut que nos jeunes aujourd'hui qui commencent puissent ne serait-ce de penser qu'il va y avoir éventuellement un régime de retraite, il faut qu'on pose des gestes concrets. Alors, nous, on a dit, respectons la capacité de payer les gens. Deuxièmement, assurons-nous qu'il y a une formule de partage 50-50. Il faut régler les régimes du passé comme les régimes de l'avenir, actuel ou futur. Puis c'est la même poche qui paye. Il faut régler la situation une fois pour toutes. Alors, le projet de loi 3, évidemment, on y a contribué énormément. Il y a eu des petits dommages collatéraux, mais vous savez que maintenant, quand il y a des gestes, il y a des conséquences. J'espère que vous avez compris ça. On a fait une ligne dans le sable, puis il n'est pas question qu'on recule dans ce sens-là. Il faut protéger nos institutions en même temps. Mais au bout de la ligne, je pense qu'on va arriver, les gens vont comprendre que, si on veut continuer à conserver ces régimes de retraite, il y en a quand même 47 % qui n'en ont pas du tout. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Puis moi, je suis inquiet de l'équité intergénérationnelle. On travaille pour l'avenir aussi. Donc, il faut s'assurer qu'il y en ait. Puis je pense qu'avec le projet de loi numéro 3, avec certains ajustements, je vais donner un exemple. J'avais dit qu'il avait vu qu'on avait signé une entente avec l'École bleue parce qu'ils sont passés de la formule de partage de 70 à 55. Ça ne sert à rien de réouvrir et de faire une autre négociation quand déjà on est près du but à 55-45. C'est depuis quelques années, fin de la convention en 2017. À partir de 2017, c'est le projet de loi 3 qui s'applique. End of story. Policiers, pompiers, même chose. La question de la masse salariale, 18 % pour l'école bleue et l'école blanche. Écoutez, on ne peut pas mettre plus que 18 % de notre salaire en rire. On est capable, je pense que c'est logique en ce sens-là. Le 20 %, c'est parce qu'on sait que c'est quand même, la loi des pompiers oblige la retraite à 60 ans. Il y a une réalité de sécurité qu'on doit prendre en considération. On envoie comme message que de toute façon, ce projet de loi-là ne peut pas être mur à mur parce qu'il y a 154 régimes de retraite, puis il faut les négocier un par un. Donc, déjà là, il va y avoir un impact économique avec ce projet de loi-là, parce que j'ai dit que pour les 4 prochaines années, il faut prévoir dans la vie, on n'augmentera pas les taxes à Montréal plus que le taux d'inflation. On met en place aussi un processus structurel et structurant de performance organisationnelle. Pas normal, des fois, quand la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. On ne peut pas avoir 3 directeurs à une place puis 2 à l'autre. On est capable d'avoir juste un, mais qu'on pense pareil, qu'on fasse la même chose. Moi, je suis tanné du débat centralisation versus décentralisation. C'est tout ça. C'est l'efficience et la cohérence. Il faut qu'on se donne une politique harmonieuse, avec une application qui peut être spécifique à la façon de faire dans chacun des arrondissements. Mais ça n'a pas besoin de 19 politiques de permis. Il y a 19 arrondissements pour avoir une politique de permis, mais est appliquée selon les sensibilités de chaque milieu. Ça, je pense que c'est important.
Alors, vous voyez, on a aussi mis sur pied un plan quinquennal pour les 5 prochaines années où on ne renouvelle pas un poste sur 2. On va réduire d'une façon nette 2200 postes. Ça va nous donner 240 millions de dollars en partant. Après, c'est chaque année. Et cet argent-là va être réinvesti dans l'infrastructure. Alors, je pense que ça commence à bien aller. J'ai parlé tantôt de services de performance organisationnelle. On a mis 11 chantiers. Je vais vous en nommer quelques-uns. J'ai parlé tantôt de la simplification des devis de soumission. Bien souvent, je ne veux pas que ça prenne 3 mois pour qu'on dise un OK à un projet. Quand ça prend autant de temps que ça, des fois, on perd le projet. Alors, on veut jouer un rôle dans ce sens. L'augmentation du nombre et de la qualité des projets d'immobilisation réalisés. Le dernier, c'était 52 %. Il me semble 75-80, ça irait mieux. Simplification du processus décisionnel. Déjà, on prend des décisions, c'est une plus-value. On n'était pas habitué depuis quelques années. L'amélioration des processus d'acquisition et d'entretien des immeubles. L'efficacité de la collecte des matières résiduelles. Puis ici, sur Saint-Denis, sur un bord de rue, la neige a été enlevée, puis que l'autre bord, elle n'est pas. Il y a quelque chose de pas normal. S'assurer que la neige est enlevée partout. Okay? C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle une réforme du financement des arrondissements. Pour qu'on ait des standards et une équité, que chaque citoyen puisse recevoir des services. On est dans leur service. Et qu'avec le PTI, qui est maintenant le programme montréalais d'immobilisation, on va récupérer la phase artérielle. Imaginez-vous la ville de Montréal avec 24 % maintenant de l'artérielle. À la lumière des paramètres qu'on s'est donnés, ça va être maintenant 52 %. On enlève la pression sur les arrondissements. On fait notre job. Ça va avoir un impact cohérent qui va avoir, à mon avis, un résultat probant sur même le taux de réalisation. Il y avait encore le problème de corruption et de collusion. J'ai réglé ça dans les 100 premiers jours. Merci également au gouvernement du Québec. On a passé la loi, c'est du droit nouveau, c'est l'inspecteur général, quelqu'un d'indépendant, qui est capable de travailler en amont, d'identifier ce qui pourrait arriver ou ce qui arrive déjà. Ce n'est pas un vérificateur général, ce n'est pas un contrôleur, c'est quelqu'un qui n'est pas juste là avec un pouvoir de recommandation, mais qui est en mesure de prendre des décisions, d'arrêter un contrat, d'aller même jusqu'au sous-contractant et de s'assurer qu'on puisse protéger l'intérêt des Montréalais. On avait la personne rêvée, Maître Denis Galland, qui est un expert en droit criminel, un expert en crime organisé, qui a su, par sa nomination, à mon avis, cristalliser le fait qu'on avait trouvé une solution, c'est donné un processus. Puis c'est drôle, on n'en parle plus de corruption à Montréal, parce qu'on a une solution, parce qu'on a une façon de faire. On va être là, évidemment, à chaque fois qu'il y a des situations, mais on a au moins un outil, une solution qui va nous permettre de répondre aux problèmes. Alors, je vous ai parlé de PTI, je vous ai parlé de ce qu'on a fait. Maintenant, il faudrait peut-être se demander qu'est-ce qu'on va faire. Il y a plusieurs projets. Le 375e qui arrive. Mais un des projets, à mon avis, qui va être un leg important, c'est le statut de métropole. On n'est pas une région comme les autres. Et il y a un principe en politique, c'est l'incontournabilité. Si on ne prend pas notre place, la politique a horreur du vide. Puis si on n'est pas conscient de notre force, puis si on n'est pas capable de travailler en conséquence, il y a quelqu'un qui perd en quelque part. Moi, comme maire, j'ai décidé de faire une tournée à travers le Québec pour leur dire que les régions font partie de la solution. La dernière fois qu'un maire de Montréal s'est promené dans la province, c'était pour parler de fusion et défusion il y a 15 ans. Ça n'a pas marché dans toutes les régions, je dois vous avouer. Là, je leur disais, vous faites partie de la solution. Oui, quand la métropole va mal, c'est tout le Québec qui souffre, mais vous faites également partie de la solution. On n'a pas besoin de vider les régions. On est capable d'établir des stratégies communes à partir de vos propres forces, puis ensemble, de développer le Québec, puis de devenir de plus en plus fort. Mais pendant ce temps-là, on a un gouvernement, M. Couillard. L'ancien gouvernement commençait, mais M. Couillard a été très, très clair, où, avec mon ami Régis, on a déterminé une stratégie. Ça, c'est notre affaire, ça. On ne s'entend pas, c'est nordique. On a hâte qu'il arrive parce qu'on a besoin d'une équipe de pratique, mais pas ça. Sur le plan politique,
Guéry va venir de Québec. Ce qui est important, c'est de se dire, ont-tu besoin d'être mur à mur tout le temps? On peut être conscient que oui, c'est un pôle politique important à Québec, mais que c'est à Montréal, sur le plan économique, que ça se passe. Puis que si on travaille ensemble, il n'y a pas personne qui va pouvoir nous empêcher de grandir et qu'on vient de créer cette incontournabilité et que les municipalités, parce qu'on parle aussi au nom de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités, on devient pas un fer de lance à ce moment-là. Puis quand on a un contrepoids politique, ce positionnement politique a un impact direct sur les politiques publiques, puis sur le développement des sensibilités. Puis que peut-être qu'à ce moment-là, on va se faire écouter davantage, puis on va se faire respecter davantage. Peut-être que le problème, c'était pas juste le gouvernement du Québec ou les fonctionnaires, c'était peut-être que nous autres, on ne prenait pas de place, qu'on ne se donnait pas les coups de tranche. L'ancien ministre de la métropole est tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Donc, on va avoir un statut de métropole. Il y a 3 lois, 3 chantiers importants. La loi de la capitale pour Québec, la loi de la métropole pour Montréal et l'autonomie municipale pour l'ensemble des municipalités. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que j'ai besoin de vous autres. Parce qu'on doit se définir. Moi, je pense qu'il y a 3 autres enjeux qui vont déterminer, qui vont définir la loi de Montréal. C'est la gouvernance. Vous savez, il y a un principe qui s'appelle des papillons. On a appris ça, des papillons. C'est quelque chose qui arrive à la dernière minute, là, puis qu'on met ça à table. Excuse-moi, les papillons, c'est un insectarium. Si c'est pas dans la salle d'attente de l'Assemblée nationale, je peux demander la permission. Je peux savoir un petit pouvoir de plus. On va se donner des outils. On a des élus. On représente la population légitimement. Puis s'il y a un problème, il y a un conseil de ville, puis on va définir ensemble c'est quoi la gouvernance de cette ville. On ne travaille pas contre le gouvernement du Québec ou contre qui que ce soit, c'est de redéfinir un partenariat et de dire on est capable de se prendre en main, puis on va se définir, puis on va décider entre nous, entre élus, comment cette métropole en termes de gouvernance va fonctionner. Deuxièmement, évidemment, le développement économique. Redéfinir nos champions, mais dans un contexte d'unité. Chambre de commerce, Tourisme Montréal, Montréal International. Ça, je pense qu'il y a un noyau intéressant et important qu'on peut définir avec la ville pour développer des grands enjeux et de travailler, évidemment, on me pose la question tantôt, je crois au rap industriel, mais je crois aussi à la performance au niveau des crêpes industrielles. On n'est pas pour les crêpes industrielles pour une crêpe industrielle. Eux autres aussi sont imputables, puis ils doivent livrer la marchandise. Alors, on va développer ensemble le développement, on va faire du développement économique ensemble. Il y a déjà à l'intérieur de la charte de la ville certains pouvoirs fiscaux qui nous permettent. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Moi, excusez-moi l'expression, là, quand je jouais Memphis, m'enlever Electrolux sans le travail. Puis qu'on se dit, on va se faire une étude de faisabilité, puis on va essayer de protéger. À New York, ils ont un montant d'argent, ils ont une capacité, il y a une marge de manœuvre. On parle d'investissement Québec, moi je pense qu'on devrait avoir un investissement en Montréal. Pas besoin de faire du développement, on peut récupérer cette somme-là avec des paramètres bien précis, puis de se dire, un, protéger nos acquis, mais deuxièmement, peut-être de développer davantage dans certains secteurs, de leur dire, il faut aller de ce côté-là. Puis quand on fait des missions économiques, que ce soit en Asie, en Europe, peu importe à quel endroit, de se dire, il me semble qu'on est mieux équipé. On a plus d'outils pour dire, venez-vous-en chez nous pour telle ou telle raison, puis en retour, on peut vous organiser un package économique. Ça se fait, oui, au niveau du gouvernement du Québec. Mais si on avait cette façon de voir au niveau de Montréalais, je pense que ça nous permettrait d'aller davantage. Évidemment, pour mes amis du CEDEC, CLD, je pense que ça doit dépendre de Montréal. On est capable de travailler ensemble, on est capable de se définir ensemble. Il y a la question de l'économie familiale, l'économie sociale. Je pense que ça aussi, c'est important. Puis aujourd'hui, on n'a pas le choix. Quand on parle d'économie, on va parler de développement durable, on doit parler de développement social. Parce que mon rôle, c'est aussi de protéger les exclus. On a un problème d'itinérance. Il y a une réalité d'intégration au niveau des nouveaux arrivants. Il faut qu'on se donne en termes de logement.
On passe d'une créature des provinces, parce que c'est ça qu'on était face à la Constitution, à un ordre de gouvernement de proximité. Et je pense que cette loi de Montréal est un chantier exceptionnel qui va nous permettre de développer davantage et de se donner les outils. Mais c'est pas juste d'avoir un pouvoir, il faut qu'il y ait les montants qui vont avec. J'ai déjà négocié des ententes Québec-Canada. Une des plus belles ententes qu'on pourrait réfléchir de cette façon-là, c'est l'entente Québec-Canada en matière d'immigration. On présente une population, il y a une indexation, on s'entend d'une façon de faire. Ça, c'est le clap d'ail, on n'aura peut-être pas ça, mais nécessairement, il faut qu'on... c'est pas juste un one-shot deal. C'est pour ça que c'est important peut-être de réfléchir en ce sens. M. Gouria, que j'ai rencontré lors de la conférence de Montréal, le secrétaire général de CDE, disait que de plus en plus, et je suis d'accord avec ça, il faut parler en termes aussi de, quand on parle en termes de développement économique, il y a une répercussion en termes d'inéquité. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus maintenant mettre de côté le social de l'économique. Et plus on travaille dans cette perspective, ça veut dire qu'on parle en termes de milieu de vie. C'est le rôle municipal, la question urbaine et tout ça. Je pense qu'on est en mesure de se donner une force qui va nous permettre d'être pleinement une métropole qui va avoir un impact direct sur l'ensemble du Québec, mais qui va permettre, un peu comme Thomas Friedman disait, c'est act local, think global, localisation. C'est une chose rapidement MBA qui me sert à cause de cette ça marche à tous les coups. Mais c'est ça l'avenir, c'est qu'on peut avoir une certaine spécificité, une certaine signature dans un contexte global. Ce contexte global, c'est les cités globales que je vous parlais tantôt, puis c'est l'ensemble des métropoles. Alors, ça, c'est l'avenir. Et je pense que, évidemment, je ne vais pas prendre trop de votre temps parce qu'on a tous faim et personne n'a baillé, fait que mon momentum n'est pas pire. Mais pour l'avenir, c'est le 375e. Le 375e, ce n'est pas juste une célébration, c'est une étape, c'est un nouveau chapitre qui commence. Vous avez vu que même on parle d'un projet, puis demain on commence les consultations. J'ai parlé de Sainte-Catherine tantôt, mais le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie. Et encore une fois, on a fait les choses autrement. C'est le chef de position qui est un urbaniste, qui, comme moi, avait cette idée en tête. Puis je lui ai dit, Richard, vas-y, puis on va travailler ensemble. Ça a même changé la façon de voir les choses au niveau de l'hôtel de ville. Puis quand on commence à faire ça, ça devient ce que j'appelle un antidote contre le cynisme. Puis les gens commencent à y croire. C'est drôle, le dernier sondage, c'est sûr que les politiciens sont au même niveau que les vendeurs de chars d'assurance en dessous, malheureusement. Les avocats ne sont pas loin. Donc, si vous êtes avocat, vendeur de chars dans l'assurance, Eric, on n'est pas assureur. On n'est pas vendeur de chars. On est mal un peu, mais plus sérieusement, je vous dirais que le dernier sondage démontrait qu'à 65% maintenant, les Québécois croyaient en leurs politiciens municipaux. Avec la commission Charbonneau, avec tout ce qu'on a vécu, je dois vous dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est peut-être les gestes qu'on pose présentement qui vont faire une différence. Évidemment, je n'ai pas de l'air de ça, mais j'ai déjà été ministre des Sports. Plein de choses qui s'en viennent pour le sport. Il va y avoir le championnat du monde des femmes au soccer. Je vous invite à y aller fortement. Il va y avoir évidemment le championnat au hockey junior, puis Keith Subban puis Carey Price a commencé là. Il doit y avoir quelques adeptes du baseball. En tout cas, moi j'en suis un. Je pense qu'il faut y travailler. Je pense que Montréal est aussi une ville de baseball. Il faut le faire de façon décente et intelligente. On travaille déjà pour la Coupe du Monde de 2026. En 2017, on va avoir le match des étoiles de MLS. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais le message que j'aimerais laisser au gouvernement, cependant, est suivant. On a une belle attitude. On est d'accord parce qu'on n'a pas le choix en termes de finances publiques de poser des gestes, ne serait-ce que pour regarder le code de crédit. Il y a des réalités auxquelles on est confronté. Mais je pense que ce qui a fonctionné à Montréal, ce qui fonctionne à Montréal, c'est le sectoriel. Et il faut, parce qu'il y a la commission Godbout, il y a Mme Robillard également qui voit l'ensemble des programmes. Je pense que le message qu'on doit passer, vous avez le ministre des Finances le prochain, le message qu'on doit passer, c'est qu'on comprend, qu'on est d'accord, qu'on va contribuer à trouver des solutions
pour l'assainissement des finances publiques, je passe par là. Mais ça serait une erreur, à mon avis, de dire si on coupe partout pareil. J'étais déçu parce que moi, je suis d'accord avec le crédit d'impôt des nouveaux médias, notamment. On venait d'une mission avec Montréal International d'Europe, puis on avait déjà deux nouvelles entreprises, puis c'était dans le secteur des hautes technologies. Je vous ai nommé tantôt des graphes. Il y a des graphes là-dedans qui représentent 400 000 jobs. C'est pas rien. Vous avez Action Montréal, Finance Montréal, Cargo Montréal, Ecotech, Techno Montréal, Invivo, puis Aéro Montréal. Il y en a d'autres, évidemment. Mais ceux-là, ça représente 20 des emplois totaux. Et si on veut s'assurer que Montréal grandisse, il faut avoir une approche sectorielle. Donc, oui, les incitatifs fiscaux ont un impact. Est-ce que tous les incitatifs fiscaux sont nécessaires? Peut-être pas. Mais if it's not broken, don't fix it. Et je pense qu'il faut envoyer ce message-là que tout en étant proactif, tout en étant constructif, parce que c'est énorme la réalité économique auquel le Québec fait face dans sa gestion des dettes. Il faut qu'on pense à des solutions qui vont nous permettre, en termes d'investissement, qui vont créer une richesse supplémentaire. On ne peut plus vivre aujourd'hui à Montréal juste sur du vieux gagné. Il y a une réorganisation de la planète, il y a une réorganisation des industries, il y a une réorganisation des entreprises. Oui, 85 des emplois sont créés par la petite et moyenne entreprise. Raison de plus, si ça en parle en termes de sous-contractants, d'avoir une stratégie globale dans un contexte secteur par secteur qui va nous permettre justement de pouvoir créer une richesse supplémentaire. Parce qu'à un moment donné, les gens vont être tannés de payer. Si les gens sont tannés de payer et on joue sur du vieux gagné, je m'excuse, ça va créer des inéquités. Puis là, c'est là que ça crée des tensions sociales. Donc, travaillons ensemble. Je pense que vous avez une belle occasion ici, comme association, de documenter ça. Si j'ai un... Bon, on me demande qu'est-ce que je peux faire pour Montréal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Montréal? Sortez-moi une politique sur la question du sectoriel et de l'importance des incitatifs fiscaux. Je pense que si on commence avec ça, parce que vous êtes crédible, vous êtes indépendant, vous n'êtes pas partisan, puis ça peut être une belle occasion pour dire mes devoirs là, pour les prochaines semaines, là, vous allez probablement, comme moi, contribuer à la commission Godbout. C'est peut-être de chiffrer l'importance de protéger notre sectoriel. Parce que Montréal, vous l'avez vu, on a annoncé ça hier au niveau urbain, la ville intelligente, ce n'est plus un rêve de Tom Clancy ou de Isaac Asimov dans ses derniers livres. C'est la nouvelle réalité, parce que je vous ai parlé de ciment, la nouvelle infrastructure va être évidemment toute la culture, les arts, tout ça, c'est basé sur le réel. Et on a besoin de s'assurer que les incitatifs, ces catalyseurs, qui vont créer de la richesse, mais vont nous permettre d'être compétitifs, qui vont nous permettre justement de faire partie des grands. Parce que moi, je vais aussi travailler beaucoup sur le plan institutionnel à l'échelle de la planète, au niveau métropolis, par exemple, et tout ça. On a besoin justement de démontrer l'importance que Montréal comme métropole est, mais on a besoin de démontrer également que si on est fort, c'est parce qu'on a une certaine richesse. Si on veut se renouveler dans cette richesse, ça prend notre stratégie sectorielle. Alors, je veux vous remercier, pas trop pire, vous n'avez pas trop faim, ça ne va pas. Je veux vous remercier de cette magnifique occasion. Je ne suis pas plus loin que mon téléphone. Maintenant, dans la vie, vous regardez passer la parade et vous faites partie de la parade. Si vous êtes un gérant d'estrade, vous pouvez appeler Ron Fournier après 8 heures le soir. Mais si vous voulez faire une différence, puis arrêtez. Moi, ma poignée de main n'est pas comme ça, elle est comme ça. Si vous voulez faire une différence, vous avez dans votre champ d'expertise, vous avez toutes les occasions de répondre présent. Parce que non seulement les planètes s'alignent, mais ça va être une des premières fois depuis très longtemps où vous avez un environnement propice à une réussite. Montréal est retourné sur ses rails. Je vais faire mon bout de chemin. Ça peut bien être une locomotive, mais la locomotive, ça prend des wagons. Hein? Ça s'appelle un train. Vous avez Je vois Montréal au mois de novembre, organisé de main de maître par Jacques Ménard et son groupe. Ça va être une occasion où il va y avoir des projets bien spécifiques, bien concrets, que ce soit au niveau de la caisse de dépôt. Je sais qu'il y a plein de gens. On a besoin de se retrouver, la société civile, la société économique, tous les développeurs, tous ceux et celles qui ont à cœur les intérêts de Montréal.
Et puis, entre-temps, je vais donner un petit devoir. Je pense que ça pourrait être intéressant. Si vous avez des médias, vous m'appellerez. On va se faire une petite conférence de presse. Ça va être magnifique. On est pour ça. Mais si j'ai une chose, si vous avez une chose en tête aujourd'hui que je peux vous laisser, c'est de dire il n'en tient qu'à vous maintenant pour faire une différence. Puis moi, je serai là comme catalyseur, facilitateur et ambassadeur. Vive Montréal. Merci beaucoup encore une fois.